monde, je pense qu'on sans plus tarder, on va commencer la présentation sur la topographie MS39. Donc je remercie le laboratoire Vuclair de m'avoir invité à animer cet atelier sur cette machine que j'aime beaucoup. C'est une machine que j'ai acquise en fin 2019 après avoir découvert ça à l'ESRS de 2019. Et vraiment, c'était pas un mauvais choix. Je suis très content et je vais vous prouver aujourd'hui les apports de cette machine en imagerie cornéenne, tout en sachant que je dispose déjà d'une autre machine, de deux autres machines de topographie cornéenne. Mais celle-là, vraiment, elle répond à beaucoup plus de questions et on va voir ensemble ce que ça va nous apporter comme plus et d'investir dans ce type d'appareil. Alors, première chose, je n'ai pas d'intérêt financier dans cette présentation. Alors, je voudrais partager avec vous ma joie d'avoir reçu hier un email du European Journal of Ophthalmology d'un article que j'ai publié, que j'ai soumis, qui a été publié, qui a été accepté hier, justement sur cette machine. C'est un travail de 2 ans que j'ai effectué avec des collègues égyptiens. Je remercie Dr Ttetaz, Dr Hussam Ziada, Dr Hicham pour le travail énorme de statistiques, le travail énorme de rédaction, de correction pour pouvoir obtenir un tel résultat. Donc cet article qui va paraître dans le prochain numéro de European Journal of Ophthalmology est à propos des indices de précision du MS39 dans le diagnostic précoce du kératocone. On a étudié 15 indices de cette machine et on a trouvé que ces indices sont hyper sensibles dans la détection précoce du kératocone. Donc en chirurgie réfractive, c'est un outil qui est, on va dire, incontournablement précis. Et nous avons même trouvé quelques indices qui atteignent les 97 et 98% de sensibilité et de spécificité. Donc ça, c'est le mail que j'ai reçu hier de l'acceptation de notre article. Donc c'est un travail maroco-égyptien. Je remercie énormément ces collègues égyptiens que j'aurai peut-être le plaisir de vous présenter pour leur sérieux et pour leur côté scientifique très sérieux. Alors, qu'est-ce que c'est que le MS39? Le MS39, c'est un OCT. C'est un OCT de segment antérieur et associé à un topographe avec disque de Placido. Donc, vous avez un topographe. Les topographes que vous connaissez, les tomographes que vous connaissez, contiennent des machines avec caméra Scheimpflug, caméra rotative Scheimpflug. C'est un type de technologie qui a, bien entendu, donné ses apports et donné ses fruits et qui a révolutionné le domaine de la prise en charge de la cornée et du kératocone. Alors, est venue après cette technologie qui a détrôné cette technologie Scheimpflug, et on va voir pourquoi. Donc, c'est un OCT segment antérieur couplé à des disques de Placido. Donc, nous avons 22 anneaux de Placido. Alors, tout ce qu'on va voir sont étudiés par OCT, et ce n'est pas une caméra rotative Scheimpflug. Donc c'est une meilleure résolution, meilleure précision, c'est beaucoup plus rapide, donc la capture de l'OCT est beaucoup plus rapide que la capture en pratiquement 1 seconde, alors que la capture des Scheimpflug, ça prend un petit moment, quelques secondes pour faire la capture. Donc pendant les quelques secondes, un enfant peut bouger, un sujet âgé aussi peut bouger, alors qu'on a j'ai d'autres machines Scheimpflug où on capture les deux. Et chez les petits enfants, avec cette machine, nous avons pu capturer l'enfant le plus jeune à un âge de 2 ans et 3 mois. Le plus jeune à 2 ans et 3 mois. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait une topographie chez un enfant de 2 ans et 3 mois. Avec cette machine, on a pu, avec l'autre, on n'a pas pu. Excusez-moi, alors je reviens aussi, better resolution. Donc la capture, elle est très rapide. Alors, il n'y a pas de risque de mauvais alignement. Vous savez que la topographie, c'est un examen qui est examinateur dépendant.
C'est comme l'échographie, c'est comme des examens qui dépendent de l'expertise de celui qui va prendre la capture. Il faut savoir ce qu'on est en train de capturer. Et quand vous avez une machine qui tourne, ou la caméra tourne, vous avez le temps de bouger et vous avez des risques de mauvais alignement. Et sur les autres technologies, la machine ne vous donne pas, quand c'est un petit mauvais alignement qui peut être significatif sur le plan diagnostique et thérapeutique, ben, vous ne le mentionne pas. Il va vous donner OK, il va vous donner des couleurs blanches, mais c'est grâce à l'expertise de celui qui fait la tomographie qui va détecter les mauvais alignements grâce à certains critères. Sur cette machine-là, vous n'avez pas besoin de faire un effort supplémentaire. Ben, elle détecte les mauvais alignements et elle va vous dire c'est une mauvaise capture et il faudra la refaire. Donc, il est très peu sensible aux opacités cornéennes. On sait très bien que l'OCT peut traverser des opacités cornéennes, alors que dans les caméras Scheimpflug, quand on a une opacité, les infrarouges, donc la caméra Scheimpflug, elle commence à se tromper, et à se tromper surtout dans les épaisseurs et les élévations, et c'est dans certaines machines, c'est que de l'élévation qui va être, si vous voulez, codée en curvature. Dans les cicatrices et aussi dans les haze. Et Dieu sait, pour ceux qui font de la chirurgie réfractive, qui suivent les kératocones, combien de patients ont un haze après un cross-linking ou un haze après une PKR, ou les patients qui ont des infiltrations épithéliaux après une infection virale. Donc le nombre de patients à qui on peut avoir des erreurs dans une machine Scheimpflug, il est assez important, donc, et peut être redressé par ce type de technologie. Quelles sont les indications? Donc la chirurgie réfractive, donc tout patient qui se présente pour une chirurgie réfractive est un kératocone jusqu'à preuve du contraire, donc on doit prouver qu'il n'y a pas de kératocone même infraclinique. La suspicion d'ectasie, un patient, on ne va pas rentrer dans les détails de toutes les indications parce que ça nous prendra 1 heure. Quand on suspecte un kératocone, avant même de poser le diagnostic d'une amblyopie et paresseux, etc., il faudrait toujours faire un examen de la cornée à la recherche d'un kératocone. Le suivi du kératocone, donc les patients non opérés ou opérés, ou patients opérés d'anneaux, vous allez voir même dans la contactologie, il est très très utile pour l'adaptation des lentilles sclérales, donc le suivi des kératocones. Il répond aussi aux mêmes critères, c'est qu'il faut arrêter le port de lentilles quelques jours avant, selon la possibilité des patients. Ce qui est recommandé c'est 3 semaines, mais pratiquement pour ceux qui font du kératocone, vous allez voir qu'il y a des patients qui ne peuvent pas rester plus de 3 jours sans lentilles parce qu'ils sont pratiquement à l'état aveugle. Bon, un minimum de 3 jours est requis, et vous pouvez même voir l'aspect de wrapping sur le mapping épithélial qu'on va voir tout à l'heure. Vous pouvez avoir déjà une idée sur la fiabilité de votre test. Donc toutes les maladies de la cornée, les cicatrices cornéennes et tout ça, parce que c'est un OCT, vous allez pouvoir faire une imagerie précise et voir les cicatrices, où est-ce qu'elles se trouvent, à quelle profondeur. Et bien sûr la contactologie. C'est une machine qui fait aussi de la biométrie par ray tracing. Donc vous lui donnez la longueur axiale et vous mettez le patient devant le topographe, et elle va vous faire le calcul de l'implant, même si un patient opéré de la ZIC ou quelque chose avant. Donc elle vous donne directement le calcul de l'implant. Elle peut même évaluer la cataracte aussi, et il y a un module glaucome qui permet de voir l'angle iridocornéen, l'épaisseur de la cornée et tout ça. Il y a aussi un module de sécheresse oculaire qui va mesurer l'évaporation de l'air, ce qu'on appelle le NIBUT, on va le voir tout à l'heure. Alors c'est une machine, on va dire, il y a plusieurs options, c'est ce que je viens de décrire. Donc il y a plein de... C'est comme s'il y avait 5 machines dans une. Alors comment faire la capture? Donc c'est comme toute topographie, il faut être confortable. Donc le patient doit fixer la lumière rouge avec les paupières ouvertes. Et la capture elle est tellement rapide, donc très très rapide, qu'elle est réalisable facilement chez des enfants moyennement coopérants. Et bien sûr il faut arrêter de porter les lentilles avant. Donc les différents modules c'est ça, vous avez 5 modules. Vous avez un module topographie, des OCT de très très haute définition avec un agrandissement incroyable de petites lésions que vous arriverez à voir. La pupillométrie qui est très utile maintenant pour ceux qui font le traitement de la presbytie.
Tune Film Analysis, l'analyse du film lacrymal, et aussi nous permet aussi de faire de la biométrie. Je vais m'attarder beaucoup plus sur le premier module qui est la topographie et quelques images du deuxième module. Donc pour la topographie cornéenne, donc il nous permet de faire les quatre cartes habituelles. Il nous permet de faire un balayage de la cornée comme un raster sur toute la cornée. On peut balayer, regarder, faire tourner le curseur et regarder toute la cornée, donc toutes ces parties. Une kératoscopie, vous pouvez analyser map par map, carte par carte. On a une douzaine de cartes qu'on peut analyser. On peut avoir une image en 3 dimensions très utile. Et pour nous, est très utile pour expliquer aux patients. C'est que le patient, quand il est là, kératocone, il ne comprend pas, et quand vous lui montrez sa cornée en 3 dimensions, et vous la faites tourner, il comprend qu'il y a une zone qui, c'est comme une montagne, donc une partie qui est bombée, une partie qui est plate, et ça lui permet de comprendre. Alors, on peut mettre des multimap displays, 6 cartes, et on peut choisir ce qu'on veut sur les 6 cartes. On peut faire le calcul d'implant, il nous donne l'implant, il nous donne aussi, si on met un torique, l'axe de l'implant. Keratoconus qui est très important, donc on a étudié dans notre publication 9 critères qui rentrent dans le keratoconus qui sont très sensibles et très fiables dans la détection précoce du kératocone. Il y a le module glaucoma analysis, donc qui permet de voir l'angle iridocornéen et l'épaisseur de la cornée. Il y a un module d'anneau intracornéen, c'est pas la machine qui va vous donner le programme, c'est pas on va prendre la topographie, c'est la machine qui va nous donner, mais elle va vous aider. C'est-à-dire que si vous avez un doute sur les épaisseurs à 6 mm ou 5 mm, ben vous faites une simulation et vous allez voir si l'épaisseur au niveau de l'aire de passage de l'anneau, est-ce qu'elle est vraiment bonne, est-ce qu'on pourra faire une implantation d'anneau au niveau de tel ou tel, parce qu'il y a parfois des cas où on a un investissement périphérique et qui empêcherait de faire une implantation d'anneau. Alors, et aussi on a Wavefront Analysis, on a une analyse, c'est un aberromètre cornéen, donc, qui va nous étudier l'astigmatisme et toutes les aberrations de haut gras. C'est comme une sorte d'électrophorèse de toutes les aberrations, on peut les étudier une par une. Et il y a aussi une modélisation en 3 dimensions une sorte de simulation, comment le patient voit. Donc le patient il décrit des symptômes et quand on lui montre l'image, on va lui dire voilà vous regardez comme ça, il dit oui c'est comme ça que je vois. Et ça permet même aux patients, en préopératoire, en post-opératoire, l'image va changer, va se réduire, on va lui dire voilà les halos ont diminué, etc. Donc à la fois pour le diagnostic, surtout pour les explications et aussi pour un post-opératoire. Alors première chose, avant de faire une topographie, vous faites la première image et vous allez voir si elle est de bonne qualité. Donc qualité d'acquisition, les sections est-ce qu'elles sont bonnes, une bonne couverture, un bon centrage et la kératoscopie est-ce qu'elle est bonne. Ou bien si elle est mauvaise, elle vous donne la croix rouge et vous dit non, ça c'est pas bien, il faut refaire. Parfois on est obligé de refaire 3, 4, 5, 6, 7 fois chez le même patient jusqu'à obtenir une image avec le verre, avec un OK. Donc là, regardez, ici nous avons une topographie d'un patient avec une mauvaise qualité d'acquisition. Regardez la forme du cône, donc regardez la position de ce cône et son emplacement. Imaginez que vous allez devoir décider d'une chirurgie, on va dire anneau, et vous allez poser votre anneau ici, vous allez le mettre où. Vous faites un planning basé sur ça et vous n'avez pas fait attention à la qualité d'acquisition. Et je refais la topographie, et bien maintenant elle me donne une bonne acquisition et on va voir, donc ça, need to recapture, et on va voir, voilà, excusez-moi. Alors je vais vous montrer 2 cas, voilà, 2 cas, excusez-moi, donc c'est les 2 cas. Mauvaise qualité d'acquisition, regardez l'image topographique. Vous avez ici une image en symmetric bow tie, ici, et si vous devez mettre un traitement chirurgical, ben vous allez mettre un plan de 2 anneaux de part et d'autre. Alors que quand on a recapturé le même patient, qu'il a bien fixé, regardez l'image du kératocone qu'on a obtenu. Donc ça c'est une image qui est fausse parce que le patient était mal aligné et la machine, le centrage, elle a repéré qu'il y avait un mauvais centrage et elle m'a demandé de refaire la capture et je peux me baser que sur cette image-là qui est fiable pour pouvoir faire un plan thérapeutique. Donc ça peut changer tout le plan thérapeutique pour une topographie. Alors voilà, ça c'est un mapping épithélial. Donc là-bas, regardez l'amincissement
qui correspond au cône, il est en supérieur, parce que le malade ici regardait vers le haut, alors que l'image rondonneuse classique qu'on va voir à la fin, tout à l'heure on va détailler un peu le mapping, elle est vraiment située en inférieur, qui est typique du kératocone. Voilà, ça c'est une image qui n'est pas fiable, qui peut être déroutante, et ça c'est une image qui est fiable. Donc kératoscopie, vous pouvez voir les mires, le placido a toujours sa place, il a beaucoup de place. Le placido est une technologie qui est toujours d'actualité. Donc les 4 maps, comme dans toutes les topographies, ben, vous avez des indices. Il y a le white HVID, c'est le horizontal white to white. C'est le blanc à blanc qu'on utilise dans la mesure des implants ICL ou dans la contactologie. Je me base sur cette valeur, et bien sûr je le confirme avec le compas. Il y a aussi la pupille, sa distance par rapport au centre, donc ça nous donne l'angle kappa. Donc s'il est très éloigné, c'est soit un mauvais alignement, soit un angle kappa qui est large, et la direction. Il nous donne aussi le point le plus fin, et donc l'apex, sa location, sa position, sa courbure. Donc la KF, ici la KF c'est le Kmax. Dans le nouveau module, ça c'est le software 3.7 que j'ai maintenant. Donc la machine que vous avez ici c'est le software 4.0. Donc je viens de faire chez moi une mise à jour de nouveaux modules. Il y a des petites modifications, ils ont simplifié la chose. Maintenant vous allez trouver directement Kmax sur la nouvelle machine, sur le nouveau logiciel. Alors la profondeur de chambre antérieure, là aussi vous la trouvez, voilà, elle est là. Et spur to spur, les sclère to sclère et others. Vous avez d'autres choses. Alors vous pouvez étudier les méridiens ou les hémiméridiens, vous pouvez choisir K1, K2, la moyenne. On peut étudier le SRAX, donc on va l'étudier sur les hémiméridiens antérieurs ou postérieurs. Donc on peut les étudier ici. On va voir la position et l'angle du SRAX, skewed radial axis. Et bien sûr on peut étudier ça soit pour 3 mm ou 5 mm, on peut ajuster le diamètre qu'on veut étudier. Voilà. Alors on a aussi les indices de l'épithélium qui sont très importants. Je pense que maintenant l'épithélium est quelque chose d'incontournable en chirurgie réfractive et en étude de kératocone et détection précoce du kératocone. Je suis en cours de faire une étude, en cours de publication, sur la détection précoce du kératocone par mapping épithélial avant même l'apparition des anomalies d'élévation postérieure. Donc elle est en cours. J'espère qu'elle verra le jour très bientôt. Alors on va voir le point de l'épithélium le plus fin, on va voir sa position. Donc l'épaisseur, déjà ici c'est sur les 3 mm, sur les 3 et 6 mm. Donc le minimum, le maximum de l'épithélium, la moyenne de l'épaisseur de l'épithélium sur 3 ou sur les 6 mm. Et on va voir aussi la comparaison entre les 3 et 6 mm. C'est très utile pour le diagnostic, c'est très utile en chirurgie réfractive pour ceux qui font la technique transépithéliale. Là, vous pouvez faire rentrer l'épaisseur exacte moyenne de l'épithélium pour pouvoir faire une transépithéliale customisée. C'est-à-dire qu'on a des épithéliums qui sont à 40, on a des épithéliums qui sont à 70. Donc quand vous rentrez la mesure d'épithélium moyen, donc ça vous permet d'être le plus précis et de gagner sur les quelques demi-dioptries que vous pouvez rater éventuellement. Et aussi c'est très utile dans le traitement topo-guidé ou abéro-guidé dans le kératocone. C'est très utile. Alors la forme, donc l'étude de la forme donc par les rayons, on peut étudier soit les rayons en millimètres ou les kératométries, K-readings en dioptrie. Root mean square, donc ça, on va étudier les aberrations de haut degré en fonction, vous savez que les aberrations on les étudie en fonction de la taille de la pupille. Là ici on n'étudie pas la pupille, on étudie le diamètre. Et donc on peut étudier le root mean square sur, par exemple sur 4 mm, sur 5 mm, sur 6 mm. On peut simuler et avoir une idée sur les aberrations chez un patient, par exemple la nuit, un patient dilaté. La Q-value, qui est aussi très importante, donc la Q-value c'est le coefficient d'aspéricité de la cornée. Alors Q-value et kératométrie ce n'est pas la même chose. Une kératométrie élevée est une cambrure élevée, une Q-value très négative
c'est une cornée qui est très bombée par rapport à une périphérie trop plate. Donc c'est deux choses qui donnent une idée sur la forme de la cornée, mais on ne l'apprécie pas de la même manière. Alors ça, c'est je te lis la terminologie, donc Keratoconus summary, c'est un résumé kératocone. Donc vous avez un module, vous rentrez, vous cliquez, et c'est de l'intelligence artificielle qui va vous donner des indices qui sont de fiabilité variable, et ils vont vous dire est-ce que vraiment c'est un kératocone ou pas. Alors vous avez la KF, ou le Apex Keratoscopy Front, c'est la kératométrie du sommet de la face antérieure. Puis vous avez la KB, c'est la steepest point of the back, c'est-à-dire vous avez la partie la plus bombée de la face postérieure. Vous avez le KVF, donc c'est Keratoconus Vertex Front, c'est l'élévation la plus grande de la face antérieure, et Keratoconus Vertex Back. Alors, dans notre étude, nous avons trouvé que le KVF est très fiable et très sensible. Il a une sensibilité de 98% et une spécificité de 96% prouvée statistiquement. On continue. Nous avons ici donc l'analyse aberrométrique de la cornée, et nous avons donc Symmetry Index Front, Symmetry Index Back, et nous avons le BCV, donc c'est des critères d'élévation qui regroupent le coma, le très fort et spherical aberration. Ils ont regroupé les trois aberrations les plus importantes dans une étude de kératocone. Donc BCV Front, Back et BCV Total. Et cet indice est un indice qui est aussi extrêmement fiable, et c'est le plus fiable. C'est l'indice le plus fiable dans ce qu'on a trouvé entre les 15 indices que nous avons étudiés, avec une sensitivité de 97% et une spécificité de 98%. Alors, nous avons l'analyse des 4 cartes habituelles que nous avons l'habitude de voir dans les autres machines. Alors, pour ceux qui ont le Cirrus, cette présentation va être très utile. Le Cirrus, c'est une machine Scheimpflug avec disque de Placido. Il ne marche pas avec l'OCT, il ne marche pas avec... Il n'y a pas de mapping épithélial, mais pour ceux qui ont le Cirrus, cette présentation va les aider à se familiariser beaucoup plus, parce que c'est les mêmes dénominations et les mêmes nomenclatures. Donc nous avons la carte d'épaisseur, les cartes d'élévation et la carte sagittale antérieure, que nous étudions classiquement. Et vous avez cette carte où il y a ce rassemblement de 6 cartes que vous pouvez customiser. Vous pouvez mettre la carte d'élévation antérieure et postérieure, vous pouvez mettre la carte sagittale, et ces 6 cartes, vous pouvez avoir une seule impression avec les 6 cartes, et on peut choisir ce qu'on veut en fonction de ce qu'on veut étudier, que ce soit un kératocone en chirurgie réfractive, ou en cicatrice, ou en autre chose. Alors, je vais balayer carte par carte. Alors, quand vous êtes devant votre ordinateur, donc chez nous, comment ça fonctionne? Nous avons la machine qui est au niveau de l'espace d'exploration. Donc, les examens sont réalisés par des orthoptistes. Et puis, j'ai le logiciel qui est au niveau de mon bureau. Et donc, je rentre dans le logiciel comme si j'étais devant la machine. Et je peux, avec mon curseur, sortir, rentrer et examiner comme si j'étais sur la machine. C'est le même logiciel qui est dispatché sur les différents postes au niveau du centre. Donc, vous pouvez analyser carte par carte et rentrer dans les détails. Donc, la carte sagittale antérieure, c'est le même principe que les autres. Donc, elle permet d'étudier la symétrie, la forme de la cornée. Donc, quand c'est symétrique, symmetric bow tie, c'est un astigmatisme normal, congénital, et régulier. Je n'aime pas du tout le mot astigmatisme régulier, irrégulier, ça fausse tout. Il y a astigmatisme, c'est une aberration de deuxième grade, de bas grade, mais deuxième niveau, qui est low order aberration, et il y a l'astigmatisme secondaire et tertiaire qui sont des aberrations de haut grade. Et il y a les aberrations de haut degré comme le coma. Donc, quand on dit astigmatisme irrégulier, ça ne veut rien dire.
astigmatisme irrégulier, ça, c'est les mires qui étaient déformées quand on utilisait le Javal, ou c'est les irrégularités qu'on trouve au niveau d'une surface cornéenne au Placido. Mais si on veut être scientifique, sur le polygone de Zernike, vous n'avez aucune aberration qui s'appelle astigmatisme irrégulier. Si vous voulez être scientifique, il faut dire c'est une cornée ou c'est un œil qui dispose ou qui comporte des aberrations de haut grade associées à des aberrations de bas grade. J'ai un astigmatisme de bas grade associé à des aberrations de haut grade. Donc le mot astigmatisme irrégulier reste vraiment déroutant, et donc ce qui fait que tous les médecins qui trouvent des tickets de réfraction où il n'y a pas d'astigmatisme, ils n'arrivent pas à croire qu'on pourrait trouver des kératocones. On a des cas de kératocones avec des tickets où il y a 0 sur la sphère et 0 sur les cylindres, mais nous avons des vrais kératocones, surtout les kératocones périphériques. Donc, astigmatisme irrégulier, c'est un mot qui normalement ne devrait plus exister. Ce qu'on devrait avoir, c'est astigmatisme, c'est low order aberration, deuxième niveau, et il y a les autres aberrations, donc troisième, quatrième, cinquième niveau, et on monte dans les échelles des élévations du plus simple au plus complexe. Donc, quelle est la différence entre les différentes formes, donc c'est astigmatisme ou bien round ou oval? Je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques parce qu'on va devoir faire 3 heures ou 4 heures. Donc, et le SRAX, donc les différentes formes qu'on peut avoir. Alors, ça c'est un kératocone, donc il y a tous les indices qu'on peut trouver. Ça c'est la face antérieure en axial. Et vous avez tous les critères, vous avez la symétrie qui est au-delà de 1,5, vous avez la forme, vous avez tout ce qui peut suggérer un kératocone franc. Alors, le plus que vous avez, c'est la 3 dimensions. Donc cette carte-là, vous cliquez sur un point, sur la carte, et vous pouvez la mettre en 3 dimensions, et ça vous donne une idée réelle de la forme de la cornée. Et même le patient, quand il voit ça, il comprend. Quand vous voyez ça, c'est un nipple cone central, et même quand vous êtes en train de dire au patient, je vais vous mettre un anneau par-ci, un anneau par-là, ou bien un anneau circulaire, c'est pour aplatir le centre. Donc ça rend les choses un peu plus objectives et pas très subjectives dans la tête des patients, les patients qui ne sont pas des médecins et à qui on doit une explication, à qui on doit expliquer vraiment pourquoi on va faire tel ou tel schéma thérapeutique. Alors ici, vous voyez un kératocone qui est décentré, on voit très bien, c'est comme s'il y avait une montagne, une vallée juste à côté. Donc ça nous donne une idée sur la forme, et aussi ça peut nous aider dans l'explication de la thérapeutique. Et puis nous avons la carte tangentielle antérieure. La carte tangentielle antérieure, il y a une différence entre la carte axiale antérieure et la carte tangentielle antérieure. C'est 2 méthodes de calcul de la kératométrie. Pour simplifier, la carte axiale, pourquoi on appelle axiale? Parce que la machine va nous calculer une moyenne et va créer un seul point central qui va être l'axe sur lequel vont se mesurer les différents rayons. Et bien sûr, on sait très bien que la kératométrie elle est calculée sur la base de rayons de courbure. Par contre, quand on a la carte tangentielle, eh bien, c'est ce qu'on appelle la carte ponctuelle. C'est-à-dire qu'on va mesurer ponctuellement la kératométrie au niveau de chaque point, et au niveau de chaque point, un axe est créé pour chaque point avec son diamètre et sa kératométrie. Donc les valeurs sont différentes de la carte sagittale et de la carte tangentielle. Vous allez me dire pourquoi il y a ces 2 cartes. Alors la carte axiale, quand vous voulez faire de la chirurgie réfractive, faire de la biométrie, utilisez la kératométrie sur la carte axiale. C'est sur ça où sont paramétrées les machines. Les biomètres que vous avez sont paramétrés sur ce qu'on a sur la carte axiale. Par contre, la carte tangentielle, elle est plus utile dans le visuel. Donc, elle va vous donner vraiment la localisation exacte de l'examen, mais ne prenez pas ces valeurs pour faire une biométrie ou pour les intégrer en machine de chirurgie réfractive. C'est pour cela que dans la majorité des cartes que vous allez utiliser, c'est la carte axiale, ce qu'on appelle la carte sagittale antérieure. Et on a regardé ce kératocone qu'on a vu tout à l'heure qui est un peu plus large, est apparu en beaucoup plus concentré, et on voit la vraie localisation de notre kératocone. Alors ça, la carte axiale postérieure est une nouveauté de cette machine. Elle n'existe sur aucune machine. C'est comme la carte sagittale antérieure. La carte sagittale antérieure est étudiée par le disque de Placido. La carte sagittale postérieure ne peut pas être étudiée par le disque de Placido parce qu'elle est en arrière.
mais elle est calculée par rapport aux élévations venant de l'OCT. Et elle est hyper utile. Pourquoi? Parce que le kératocone, on sait très bien, quand on a une déformation de la cornée, eh bien c'est toute la structure qui est déformée. Et avant, on disait que le kératocone, il commençait par la face postérieure. Il commençait par la face postérieure, parce qu'on va voir tout à l'heure que la face antérieure, il y a aussi du kératocone, mais qui est caché. Et le kératocone de la face antérieure est caché au début par les modifications épithéliales. Comme il n'y a pas d'épithélium au niveau de la face postérieure, donc tout apparaît au début. Donc, vous avez une carte sagittale postérieure, donc qui est normale, et vous avez ici une carte sagittale postérieure qui est anormale. Donc, quand vous avez un bombement sur la face antérieure, on va directement sur la carte sagittale postérieure confirmer est-ce qu'il y a un bombement au niveau du même endroit. Si je trouve que le bombement n'est pas au même endroit, ou s'il n'y a pas de bombement au niveau de la face postérieure, je veux dire que très probablement il s'agit d'un pseudo-kératocone, un bombement de la face antérieure qui est dû soit à une altération du film lacrymal, soit à une modification épithéliale, soit à une cicatrice cornéenne. Donc beaucoup de malades qui étaient rejetés en chirurgie réfractive par des machines qui ne disposent pas de cette carte, eh bien on peut les récupérer avec ces cartes-là. La carte tangentielle postérieure, c'est aussi la même méthode, mais bien sûr elle est tangentielle, donc elle est étudiée pas par pas. Vous voyez, ça c'est une cornée normale, et ça c'est une cornée où il y a un bombement de la face postérieure. Nous avons souvent des patients qui ont été diagnostiqués kératocone sur la base d'une asymétrie de la face antérieure. Quand on le refait, si je ne trouve pas de bombement au niveau de la face postérieure, et si je ne trouve pas d'autres critères qu'on va voir tout à l'heure, surtout le mapping épithélial, et bien je peux dire au patient, vous n'avez rien du tout. Maintenant, les élévations. Cette machine aussi dispose de système d'élévation, et le système d'élévation dans cette machine, il est référencé par rapport à la Best Fit Sphere. Best Fit Sphere, c'est une sphère de référence, c'est un ballon de football, c'est un ballon très rond qui a une Q-value de 0, c'est-à-dire qu'il n'est ni bombé ni plat. Et donc avec un rayon déterminé, et qui va nous permettre d'étudier les élévations par rapport à cette surface. Nous savons tous que l'élévation, la technologie élévation, quand elle est apparue, elle était très séduisante. Donc on l'a dit, ça permet de diagnostiquer le kératocone au début, surtout les kératocones postérieurs. Mais juste rapidement après, nous avons détecté ses limites. C'est pour ça qu'ont venu certains modules pour essayer d'éclaircir la situation, comme le module Belin-Ambrosio, donc qui a essayé un petit peu d'éliminer les faux positifs et les faux négatifs de l'élévation postérieure. Et on sait toujours, puisque c'est étudié par rapport à une surface de référence, parfois nous avons des petits kératocones avec des petites élévations qui ne sont pas détectables comme pathologiques sur les élévations. Donc, élévation, oui, c'est bien. Une curvature de la face postérieure est mieux parce qu'elle n'est pas étudiée par rapport à une surface de référence dont on va dépendre. Alors, élévation antérieure aussi. Donc, il y a dans cette machine-là, puisqu'elle est un OCT qui nous permet d'exclure l'épithélium, donc on peut étudier l'élévation de la face antérieure de l'épithélium. Et en OCT, l'épithélium intègre automatiquement le film lacrymal. Alors l'étude de l'épithélium par OCT intègre obligatoirement le film lacrymal qui fait 10% de l'épaisseur de l'épithélium en général. Dans les études qui ont été faites sur le mapping épithélial ailleurs, par des machines comme l'Artemis, qui est une machine ultrasonique, eh bien, elle étudie uniquement l'épithélium. Donc, retenez que si vous mesurez l'épithélium par cette machine-là, vous mesurez l'épithélium plus le film lacrymal. Et bien sûr, on peut avoir l'élévation du stroma antérieur sans l'épithélium. On a l'élévation du stroma antérieur sans l'épithélium. Et donc ça nous permettrait d'avoir des élévations anormales parce qu'on sait très bien que l'épithélium a un effet de cacher. On va voir tout à l'heure comment l'épithélium résonne, comment il fonctionne, qu'il cache les aberrations. Donc ça c'est normal. Et ça, regardez, l'élévation avec épithélium, c'est-à-dire sur toute la cornée, regardez l'élévation comme elle est un peu plus importante et encore plus prononcée quand on enlève l'épithélium, parce qu'on sait l'effet correcteur de l'épithélium sur les aberrations. Alors, l'élévation postérieure, bien sûr, elle a toujours sa place, mais
je dis encore, que la courbure de la face postérieure est en train maintenant de prendre le dessus sur l'élévation parce qu'on connaît très bien la problématique des élévations, surtout quand le bonbon est trop petit. Maintenant, on va voir les cartes de pachymétrie. Donc, c'est une carte de pachymétrie. Ces deux cartes sont normales. Donc ici, c'est une carte pachymétrique d'un œil normal, ici, de l'autre côté de kératocone. Mais la carte pachymétrique ne fait pas du tout partie des critères de diagnostic du kératocone. On ne dit jamais ce patient a un kératocone parce qu'il a une cornée fine. Il ne fait du tout pas partie. Mais par contre, il fait partie des facteurs pronostiques, des facteurs thérapeutiques. Et bien sûr, on tient compte de l'épaisseur en bilan de chirurgie réfractive. Nous n'allons pas ablater une cornée trop fine. Donc, l'épaisseur du stroma ou de la cornée n'est pas un critère faisant partie des critères diagnostiques positifs du kératocone. Mais il est plus fait partie des critères de diagnostic d'évolution et des critères de pronostic. Ce qu'on peut retenir de la carte stromale, donc on peut avoir le décentrement de l'amincissement qui peut être allé vers l'inférieur, qui peut nous mettre la puce à l'oreille quand on veut faire une chirurgie réfractive. Cette carte est aussi utile dans le diagnostic de la PMD, ou la dégénérescence marginale pellucide, cette pathologie qui est cousine du kératocone. Alors, cette pathologie qui regroupe la moustache gauloise au niveau de la face antérieure et qui regroupe un amincissement périphérique. Une moustache gauloise sans amincissement périphérique s'appelle une PLK, pellucide-like keratoconus. Ce n'est pas un vrai kératocone. Et dans l'attitude thérapeutique, on va se comporter avec la PLK comme un vrai kératocone et pas comme une DMP. La DMP, c'est une pathologie qui apparaît tardivement et qui évolue encore tardivement, alors que la PLK, comme le kératocone, elle apparaît dans l'âge jeune et elle s'arrête en général d'évoluer dans les 30 et 35 ans. Alors, l'étude du stroma, donc cette machine, vous permet d'analyser l'épaisseur du stroma directement. Très utile, par exemple, dans les protocoles du cross-linking. On a vu hier les protocoles cross-linking cornée fine. Donc, comment déterminer une cornée, si elle est fine ou pas, si elle est moins de 400 ou au-delà de 400, c'est très bien qu'on est en train d'étudier le stroma et pas la cornée totale. Donc, cette machine-là va vous permettre d'aller cliquer ici, vous allez cliquer sur... le curseur, on ne le voit pas. Donc, d'aller cliquer, je prends mon curseur et je clique, je cherche le point le plus fin. Et il va me donner le point le plus fin. S'il est au-delà de 400, je vais faire un protocole classique. Si j'ai moins de 400, eh bien, je vais m'orienter vers les protocoles cornée fine. Donc, très utile dans ce sens. Voilà, donc on n'a pas besoin de mettre une biomètre ultrasonique directement. Maintenant, je passe au mapping épithélial. Le mapping épithélial, que je trouve c'est une révolution en matière d'imagerie cornéenne. Donc, avant, on croyait sur tous les bouquins d'ophtalmologie, l'épithélium est fait par 10% de l'épaisseur de la cornée, et comme si c'était une couche homogène. Donc, on croyait que l'épithélium était comme une lentille de contact qui avait la même épaisseur du centre à la périphérie, qui n'avait aucun effet optique. Or, l'épithélium n'est pas homogène, n'est pas régulier, même chez les sujets normaux, mais il est encore beaucoup moins régulier quand on a une ectasie. Donc, un stroma irrégulier va automatiquement retentir sur l'épithélium parce que l'épithélium est des cellules qui vont essayer, sous l'effet bien sûr du clignement palpébral, qui va essayer de régulariser la surface, de cacher les aberrations. Donc quand vous avez quelqu'un qui a un kératocone, le premier traitement aberrométrique qu'il reçoit, c'est le remaniement de l'épithélium qui va essayer de cacher, et c'est pour cela qu'on croyait que les kératocones commençaient par la face postérieure. Or, ces kératocones apparaissent au niveau de la face postérieure du stroma et la face antérieure du stroma, c'est juste que la face antérieure était cachée par une veste, et la veste c'est l'épithélium. Alors, l'effet de l'épithélium, il va remplir les cavités, et sa préoccupation, c'est
de cacher le kératocone. Donc c'est comme, j'ai toujours l'exemple, c'est comme l'accommodation avec l'hypermétropie. Si vous prenez une mesure sans mettre de la cycloplégie, ben vous allez vous tromper. Donc le corps ciliaire, son rôle, c'est de se contracter et de vous cacher l'hypermétropie. Vous mettez une goutte de cycloplégie, et bien vous mettez en évidence votre hypermétropie. Vous faites du mapping épithélial, et bien vous allez mettre en évidence ce que cachait l'épithélium, et on va voir qu'il y a un amincissement au niveau du sommet, on va voir ce que ça donne. Donc, donc ça cache les aberrations, donc il y a les aberrations qu'on va mesurer sur l'épithélium ne sont pas les mêmes aberrations que nous allons mesurer après avoir retiré l'épithélium. C'est pour cela que tous les traitements abéraux ou topoguidés du kératocone doivent être faits en transépithélial. Parce que quand vous faites l'abérométrie à votre patient, il a son épithélium. Eh bien, le calcul de la machine s'est fait sur la base de la présence d'un épithélium qui est irrégulier. Donc, quand vous faites votre traitement laser, abérant ou topoguidé, si vous retirez l'épithélium, vous retirez une lentille irrégulière. Et donc, les aberrations que vous avez trouvées au niveau du stroma sont complètement différentes des aberrations que nous avons trouvées au niveau de la surface, et donc vous allez avoir de mauvais résultats. Donc quand vous faites un traitement topo abéro-guidé, faites-le avec l'épithélium dessus et vous faites un transépithélial. Si c'est l'indication vraiment réelle de la transépithéliale en laser excimer, la meilleure indication c'est les cornées irrégulières et en l'occurrence le kératocone. Quand on a un épithélium qui est très régulier, vous avez le choix entre le faire soit en manuel ou en transépithélial, parce que les aberrations de la surface antérieure du stroma égalent pratiquement les aberrations de la surface antérieure de l'épithélium. Donc même si vous retirez cet épithélium qui est pratiquement une lentille assez régulière. Donc retenez, laser transépithélial, il est obligatoire quand on a une cornée irrégulière. Donc l'épithélium, qu'est-ce qu'il fait? Et pour cacher, on va voir des schémas. Donc cette théorie de l'épithélium a été développée par le professeur Dan Reinstein, et qui a étudié l'épithélium maintenant depuis plus de 20 ans, et qui a commencé par l'Artemis, c'est ultrasonique, et il a étudié ses épaisseurs, il a émis des hypothèses qui ont été confirmées par la suite. Donc vous avez, on va voir les différents schémas. Ici, nous avons une cornée normale, où il y a un stroma qui est régulier, avec un épithélium régulier. Alors ici, vous avez un kératocone. Vous avez en mauve la réelle forme du kératocone, et bien qui est la même forme de la face postérieure. C'est-à-dire que sur cette image-là, donc vous allez trouver que le bombement de la face antérieure du stroma, ou la membrane de Bowman, est égal au bombement de la face postérieure. Mais vous avez vu que l'épithélium qui est en rouge, il va s'amincir ici et il va s'épaissir en périphérie pour nous donner une image qui est beaucoup plus lisse de cette face antérieure pour nous cacher cet épithélium. Ici, nous avons diagnostiqué le kératocone parce que l'épithélium a été dépassé. C'est-à-dire que l'épithélium, il a essayé de faire le maximum. C'est comme l'hypermétropie qu'on trouve directement avant la cycloplégie. C'est que l'accommodation a été dépassée et l'hypermétropie est apparue. Dans ce cas-là, par contre, nous avons un kératocone très débutant. Et c'est celui-là qui nous fait peur en chirurgie réfractive. C'est celui-là qui nous fait peur. Donc, vous avez un bombement de la face postérieure, et ce bombement de la face postérieure est tellement minime que dans les élévations postérieures étudiées par toutes les machines, y compris celle-là, peut se tromper. Parce que l'élévation, la valeur, on sait très bien qu'en d'autres machines, on dit l'élévation postérieure, dans les myopes, elle doit dépasser les 18. Et bien on a trouvé des élévations à 8, à 7, où le mapping épithélial était anormal. Donc, ici, la best fit sphere, et la différence entre la best fit sphere et cette petite élévation n'était pas significative et n'était pas détectable comme pathologique dans ces machines-là. Or, ici, quand on voit, nous avons un épithélium qui est parfaitement régulier et il a caché complètement ce kératocone-là. Et c'est ces cas-là qui font des ectasies après un LASIK. Donc,
Vous voyez l'intérêt? Si on met un mapping épithélial ici, on va voir qu'il y a un amincissement ici et un bombement postérieur. Si on fait la carte sagittale ou la carte tangentielle postérieure, qui étudie la forme, eh bien, il va nous montrer un bombement ici que peut-être l'élévation ne va pas nous montrer. Donc, attention, notre hantise en chirurgie réfractive, c'est de faire des LASIK à des patients comme ça. Et bien entendu, nous avons le cas inverse. C'est les cas à qui on dit non et qu'on pourrait éventuellement opérer, ce qu'on appelle les pseudo-kératocones. Alors vous avez une cornée qui est strictement normale, d'accord? Face antérieure, face postérieure strictement régulière, mais vous avez un bombement au niveau de l'épithélium, au niveau de la partie inférieure. Un patient qui se frotte, donc ça donne quand même un balayage de l'épithélium, une hyperplasie épithéliale, après un port de lentilles de contact. Vous savez que j'ai fait pas une étude sérieuse, mais une observation des patients qui portent des lentilles de contact. Et comme j'ai la machine chez moi, parfois je fais des examens gratuits chez certains patients pour voir est-ce que le corneal wrappage, à combien de temps il persiste. On dit au patient, vous arrêtez 3 jours la lentille, après on vous peut faire une topographie. Imaginez que j'ai trouvé corneal wrappage en épithélium au-delà de 2 mois. C'est-à-dire que quand on porte des lentilles souples, nous avons un effet de ventousage qui peut durer des mois et des mois. Et le remodelage épithélial, en général, c'est un phénomène qui prend beaucoup de temps. C'est pour ça que les résultats visuels des PKR, après les cross-linking, ça prend beaucoup de temps, ça prend des mois et des mois. C'est l'épithélium qui est en train de se régulariser. Donc ça c'est comme un corneal wrappage. Donc un patient comme ça, vous faites la carte sagittale postérieure, elle est normale. Bien entendu, la carte d'élévation va être normale. La carte sagittale et la carte tangentielle postérieure, aucun bombement. Vous faites l'élévation, la mesure de l'élévation de la face antérieure, qui est strictement normale. Vous faites le mapping épithélial et vous trouvez un épaississement au niveau de cette zone-là. On va détailler un peu plus, parce que quand on a un épaississement épithélial, il faut, pour que ce soit fiable, il faut étudier l'OCT s'il n'y a pas de cicatrice, on va le voir tout à l'heure. Mais c'est un cas où le kératocone est exclu, eh bien vous pouvez lui faire une chirurgie réfractive en toute sécurité. Beaucoup de patients qui étaient récusés par des confrères, je les ai opérés. Alors le comportement de l'épithélium, c'est comme ça. Vous avez un amincissement au niveau du sommet, où nous avons un épaississement au niveau de la périphérie. Et quand on a une cicatrice au niveau de la cornée, un ulcère, où nous avons n'importe quelle cicatrice, eh bien l'épithélium, il vient c'est comme du ciment, qui va venir cacher ces anomalies. Ça, c'est une cicatrice cornéenne. Donc, et vous voyez le remplissage de l'épithélium, vraiment il est efficace, il régularise de façon très importante la face antérieure de la cornée. Donc, comment analyser un épithélium? Il y a plusieurs machines qui disposent de mapping épithélium. Maintenant, il y a plusieurs OCT avec un taux de, si vous voulez, de sensibilité et de précision différents en fonction des machines. Ici, c'est du mapping épithélial de très très haute définition et étudié sur je pense 2 sur 2 microns. Donc c'est pixelisé à 2 microns. D'accord? Vous avez chaque 2 microns carrés et analysé, 4 microns carrés analysés à part. Donc l'épithélium normal, il est en général régulier, il est toujours asymétrique. Et pourquoi il est asymétrique? Parce que en haut, c'est tout à fait normal de trouver une image comme ça parce qu'il y a la paupière supérieure. Et la paupière supérieure donne, bien sûr, avec le balayage, elle donne un épaississement plus important en inférieur. Quand vous avez des anomalies épithéliales, toujours examiner les paupières, everser les paupières, rechercher s'il y a une rosacée, rechercher s'il y a une ligne d'arête, rechercher s'il y a des grosses papilles. Ça influe énormément sur l'imagerie, sur la topographie. On n'analyse jamais une topographie comme ça tout seul, sans qu'il y ait le patient devant. Donc c'est un assemblage entre la clinique et la tomographie, la topographie et le mapping épithélial. Donc parfois nous avons certaines anomalies et quand on réexamine le patient, on redresse le diagnostic. Donc temporosupérieur tearing, donc un amincissement en temporal supérieur normal, vu les paupières. Vous avez des patients qui viennent avec des ptosis.
Allez, les ptosis, leur mapping épithélial et leur topographie doivent être analysés en fonction de l'état. J'ai reçu des ptosis chez qui on a proposé ailleurs un cross-linking, alors que c'était juste un épaississement épithélial très important en inférieur, avec un amincissement très important supérieur, et sur les machine chain flug, eh bien, ça a donné un pseudo-kératocone, et chez qui un cross-linking allait être indiqué. Donc toujours regarder le patient, l'examiner, donc c'est de la médecine, il y a de la clinique, il y a de la paraclinique, il ne faut jamais sauter directement à la paraclinique sans examiner le patient. Et bien sûr, la différence entre le haut et le bas, elle est autour de 5 microns. Donc c'est un examen qui est très sensible, qui est sensible à la sécheresse oculaire, parce qu'on a dit tout à l'heure que l'OCT mesure intégrer les larmes, donc il faut aussi, en cas de problème de film lacrymal, lubrifier, traiter la sécheresse et refaire. Et on a le module sécheresse oculaire sur cette machine-là, on fait l'examen des larmes, si on trouve irrégularité, on traite la sécheresse et on refait l'imagerie. Bien sûr sensible au port de lentilles de contact et aux anomalies de surface. Alors pour l'épithélium, quand on veut publier un article sur l'épithélium, la première des choses qu'on nous demande, c'est la spécificité, la sensibilité, la répétabilité de l'examen. Est-ce que c'est un examen qui est répétable? Donc il faut, pour la répétabilité, refaire 3 fois et voir si on a les mêmes valeurs. Et statistiquement, cette étude a été faite par Alio, elle a été faite en janvier 2000, si je me rappelle, janvier 2020, donc elle est apparue sur, je pense, Journal of Refractive Surgery. Donc Alio a confirmé la répétabilité de cet examen. Alors, l'épithélium anormal, donc c'est l'image de Donut, l'image de Shino-Shinja. Alors, cette image-là, elle est typique du kératocone. Vous n'allez jamais trouver un kératocone avec cornée claire, sans qu'il y ait de cicatrice, sans qu'il y ait de donut. On n'a jamais vu un cas de kératocone avéré sans donut, sauf des cas où je vais montrer. Et regardez, la 3D, il explique très bien la partie la plus bombée, donc un amincissement et un épaississement périphérique. Et parfois, quand c'est très fin, vous mettez la 3D. Alors, pour l'épithélium, vous allez me dire, est-ce qu'il y a une valeur normale? Est-ce qu'il y a des valeurs différentielles entre le point le plus fin? Non. L'analyse de l'épithélium est une analyse visuelle. C'est-à-dire que je trouve un amincissement, une image de note, je ne vais pas rentrer dans les détails des chiffres. Il n'y a pas de chiffres normaux. Il y a une image normale et une image anormale. Donc vous ne cherchez pas de valeur. Des études ont été faites, ils ont trouvé que l'amincissement de la zone inférieure est sensible à telle valeur, etc. Mais l'analyse sur le plan pratique, c'est une analyse visuelle. Je trouve un donut ou je ne le trouve pas. Donc, ici, vous avez un kératocone. Donc, vous avez cette partie-là qui est amincie, cette partie-là qui est épaissie. Donc, où est-ce que se trouve le sommet du cône? Au milieu, en inférieur, c'est la partie bleue. Donc, en inférieur, voilà. Donc, vous voyez en 3 dimensions, une partie bombée, une partie... Donc, finalement, est-ce que cette image en 3D ne vous rappelle pas les images qu'on trouve sur le polygone de Zernike? Eh bien, ici, l'épithélium est une lentille thérapeutique des aberrations. Donc, cette lentille-là, si on la mesure, et le module 4.0 que vous avez devant vous, sur cette machine-là, il y a la mesure abérométrique de l'épithélium. On peut mesurer l'abérométrie de l'épithélium. Je n'ai pas encore travaillé dessus, parce que ce module est encore récent, donc je vais l'avoir très bientôt. Et donc, il étudie l'abérométrie de l'épithélium. L'épithélium est une lentille qui a une puissance, qui a une capacité de cacher les aberrations en créant elle-même des aberrations inverses. Teknin et tenin. Alors ici, vous avez un kératocone central, pratiquement, parce que l'amincissement, il est central. Maintenant, des choses à retenir. Nous avons un bombement au niveau de la face inférieure, et vous avez cet épaississement-là, donc ici le bombement, au niveau de la sagittale antérieure et la tangentielle antérieure,
et vous avez cet épaississement-là. Est-ce que c'est un kératocone ou pas? Est-ce que ce mapping épithélial peut vraiment me dire ce n'est pas un kératocone? Ça peut me le dire, mais à condition. Alors, l'épaississement de la partie inférieure, il faut éviter, donc pour éviter les faux positifs de kératocone, et il faut toujours le corréler aux élévations et à la carte axiale, mais attention, il faut toujours associer à l'examen de la lampe à fente. Vous avez ici un amincissement et vous avez une petite plage centrale d'épaississement de l'épithélium. Est-ce que cet épaississement de l'épithélium va m'infirmer le diagnostic des kératocones? Est-ce que cette image-là vous fait dire c'est un kératocone ou ce n'est pas un kératocone? Ou elle est non concluante? Voilà, en 3D, elle est comme ça. La réponse, vous allez la trouver ici, au niveau de l'OCT. Quand vous faites, à chaque fois qu'on fait une analyse de l'épithélium, automatiquement, examen de la cornée à la lampe à fente fine plus examen raster de toute la cornée. Si je trouve des cicatrices cornéennes, dès que je trouve la moindre opacité cornéenne, je ne peux plus me fier à l'épithélium. Pourquoi? Parce que chaque cicatrice cornéenne a donné une irrégularité abrupte au niveau de la membrane de Bowman et a donné une accumulation locale de beaucoup d'épithélium et des images comme ça. Donc, quand vous avez une cornée où il y a une opacité, ne faites plus confiance au mapping épithélial. On ne fait confiance au mapping épithélial que lorsque la cornée est parfaitement transparente sur la lampe à fente et sur l'OCT haute définition. Là aussi, vous voyez une image, on a quand même un donut, mais nous avons quelque chose ici, comme un petit chapeau. Donc, est-ce que c'est concluant ou pas? Je vais aller voir mon OCT et je vais trouver un petit haze, un tout petit, c'est un patient qui a eu un cross-linking avant, donc un petit haze, et ce petit haze me fausse l'épithélium. Donc si j'ai la moindre cicatrice, la moindre irrégularité au niveau de la membrane de Bowman, on ne tient plus compte de l'épithélium, mais on tient compte du reste. Là aussi, la même chose. Donc là, vous le connaissez, vous savez très bien. Quand on trouve ça, automatiquement, on trouve des cicatrices cornéennes. Donc, au mapping épithélial, on analyse l'amincissement, l'épaississement, quelle zone d'amincissement, d'épaississement, l'épaisseur moyenne, donc ça nous permet de faire des traitements transépithéliaux, surtout dans les cornées irrégulières. Et ça permet aussi de localiser le cône. Ici, où je sais très bien que le cône se situe au niveau de la partie bleue. Donc toujours j'insiste sur ça, on doit corréler tous ces éléments-là. À la fois la clinique, l'OCT, les élévations, la sagittale antérieure, la sagittale postérieure et le mapping épithélial. On ne donne pas de diagnostic sur une seule image. Il faut rassembler l'ensemble des éléments pour pouvoir donner un diagnostic. Alors maintenant, on va voir, ça c'est patient implanté en anneau. Donc vous voyez que ici, nous avons des anneaux, il y a un remodelage. Pourquoi on dit que l'anneau, il faut attendre un petit peu les résultats? Parfois on a des résultats rapidement et parfois on doit attendre. Parce qu'il y a un remodelage. Quand on met les anneaux, eh bien, il y a un bombement au niveau de la face antérieure de la cornée. Et il y a un remodelage épithélial qui se fait avec le temps. Donc les résultats des anneaux, c'est toujours au-delà de 3 mois. Si on a un résultat avant, c'est très bien. Mais on dit aux patients, on va attendre parce qu'il y a un remodelage. Donc il y a une modification de la bérométrie épithéliale. Donc ça, c'est des petits détails. Refractive Power Map, ça c'est d'autres cartes. On ne va pas rentrer trop dans les détails. Ça, c'est la profondeur de chambre antérieure est très importante. Alors la profondeur de chambre antérieure, elle est très utile en glaucome, elle est très utile pour ceux qui font la chirurgie réfractive par implant FAC. Eh bien,
Parfois, sur d'autres caméras, on a des profondeurs étroites, mais le problème, le patient ne fixait pas, n'était pas centré, et donc quand on refait avec ça, parfois on redresse. Nous avons eu des cas de profondeur à 2,6 et l'implant FAC a été récusé, puis avec ça on a refait, pas loin il y a 3 jours, j'ai fait moi-même chez un patient candidat, chez réfractif, 2,7 avec le Scheimpflug et 2,9 avec l'OCT. Bien sûr, je vais tenir compte de l'OCT parce que je sais que j'ai un centrage qui est parfait. Et c'est comme si on avait une tente et on doit mesurer vraiment à partir du sommet de la tente. Quand la cornée elle bouge, eh bien, on peut mesurer d'une autre zone qui va être un peu plus inférieure et le diamètre la profondeur ne sera pas bonne. Donc attention, quand vous avez des profondeurs de chambre moins de 8, je vous conseille de refaire soit avec un OCT de segment antérieur, soit de refaire avec un UBM. C'est plus précis. Alors, Keratoconus Summary Display, donc c'est de l'intelligence artificielle, donc qui mesure la symétrie, donc le BCD dont on a parlé tout à l'heure, qui est très très fiable, qui regroupe uniquement, c'est comme un root mean square, comme un RMS, mais qui ne rassemble que le commun et les spherical aberrations parce que ce sont les aberrations les plus importantes. On a d'autres aberrations, les tétrafoils, les pentafoils, les tréfoils, etc. Mais les aberrations les plus importantes sur lesquelles nous pouvons agir et qui font le diagnostic, ce sont ces aberrations-là. Donc elles sont très utiles. Ce BCV est très très utile et très sensible. Alors les cartes tangentielles et les cartes d'élévation, la Relative Pachymetry Map. La Relative Pachymetry Map, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, est très utile pour diagnostiquer un patient qui a fait du LASIK qui veut vous le cacher, ou a fait un PK qui veut vous le cacher. Vous le démasquez avec cette carte. Et alors, quand on a des anomalies au niveau de cette carte, ils vont essayer de voir est-ce que ces anomalies sont regroupées au niveau d'un seul point. Donc, les courbures de la face postérieure est en train maintenant de prendre le dessus sur l'élévation parce qu'on connaît très bien la problématique des élévations, surtout quand le bonbon est trop petit. Maintenant, on va voir les cartes de pachymétrie. Donc, c'est une carte de pachymétrie. Ces deux cartes sont normales. Donc ici, c'est une carte pachymétrique d'un œil normal, ici de l'autre côté de kératocone. Mais la carte pachymétrique ne fait pas du tout partie des critères de diagnostic du kératocone. On ne dit jamais ce patient a un kératocone parce qu'il a une cornée fine. Il ne fait du tout pas partie. Mais par contre, il fait partie des facteurs pronostiques, des facteurs thérapeutiques. Et bien sûr, on tient compte de l'épaisseur en bilan de chirurgie réfractive. Nous n'allons pas ablater une cornée trop fine. Donc, l'épaisseur du stroma ou de la cornée n'est pas un critère faisant partie des critères diagnostiques positifs du kératocone, mais il est plus fait partie des critères de diagnostic d'évolution et des critères de pronostic. Ce qu'on peut retenir de la carte stromale, donc on peut avoir le décentrement de l'amincissement qui peut être allé vers l'inférieur, qui peut nous mettre la puce à l'oreille quand on veut faire une chirurgie réfractive. Cette carte est aussi utile dans le diagnostic de la PMD, ou la dégénérescence marginale pellucide, cette pathologie qui est cousine du kératocone. Alors, cette pathologie qui regroupe la moustache gauloise au niveau de la face antérieure et qui regroupe un amincissement périphérique. Une moustache gauloise sans amincissement périphérique s'appelle une PLK, Pellucide-like Keratoconus. Ce n'est pas un vrai kératocone. Et dans l'attitude thérapeutique, on va se comporter avec la PLK comme un vrai kératocone et pas comme une DMP. La DMP, c'est une pathologie qui apparaît tardivement et qui évolue encore tardivement, alors que la PLK, comme le kératocone, elle apparaît dans l'âge jeune et elle s'arrête en général d'évoluer dans les 30 et 35 ans. Alors, l'étude du stroma, donc cette machine, vous permet d'analyser l'épaisseur du stroma directement. Très utile, par exemple, dans les protocoles du cross-linking. On a vu hier les protocoles cross-linking cornée fine. Donc,
Comment déterminer une cornée, si elle est fine ou pas, si elle est moins de 400 ou au-delà de 400? C'est très bien qu'on est en train d'étudier le stroma et pas la cornée totale. Donc cette machine-là va vous permettre d'aller cliquer ici, vous allez cliquer sur, le curseur on ne le voit pas, donc d'aller cliquer, je prends mon curseur et je clique, je cherche le point le plus fin, et il va me donner le point le plus fin. S'il est au-delà de 400, je vais faire un protocole classique. Si j'ai moins de 400, eh bien, je vais m'orienter vers les protocoles cornée fine. Donc très utile dans ce sens. Voilà, donc on n'a pas besoin de mettre un biomètre ultrasonique directement. Maintenant, je passe au mapping épithélial. Le mapping épithélial, que je trouve c'est une révolution en matière d'imagerie cornéenne. Donc, avant, on croyait sur tous les bouquins d'ophtalmologie, l'épithélium est fait par 10% de l'épaisseur de la cornée, et comme si c'était une couche homogène. Donc, on croyait que l'épithélium était comme une lentille de contact qui avait la même épaisseur du centre à la périphérie, qui n'avait aucun effet optique. Or, l'épithélium n'est pas homogène, n'est pas régulier, même chez les sujets normaux, mais il est encore beaucoup moins régulier quand on a une ectasie. Donc, un stroma irrégulier va automatiquement retentir sur l'épithélium, parce que l'épithélium est des cellules qui vont essayer, sous l'effet bien sûr du clignement palpébral, qui va essayer de régulariser la surface, de cacher les aberrations. Donc quand vous avez quelqu'un qui a un kératocone, le premier traitement aberrométrique qu'il reçoit, c'est le remaniement de l'épithélium qui va essayer de cacher, et c'est pour cela qu'on croyait que les kératocones commençaient par la face postérieure. Or, ces kératocones apparaissent au niveau de la face postérieure du stroma, et la face antérieure du stroma, c'est juste que la face antérieure était cachée par une veste, et la veste c'est l'épithélium. Alors, l'effet de l'épithélium, il va remplir les cavités, et sa préoccupation, c'est de cacher le kératocone. Donc, c'est comme, j'ai toujours l'exemple, c'est comme l'accommodation avec l'hypermétropie. Si vous prenez une mesure sans mettre de la cycloplégie, ben vous allez vous tromper. Donc, le corps ciliaire, son rôle, c'est de se contracter et de vous cacher l'hypermétropie. Vous mettez une goutte de cycloplégie, et bien vous mettez en évidence votre hypermétropie. Vous faites du mapping épithélial, et bien vous allez mettre en évidence ce que cachait l'épithélium, et on va voir qu'il y a un amincissement au niveau du sommet. On va voir ce que ça donne. Donc, donc ça cache les aberrations. Donc il y a les aberrations qu'on va mesurer sur l'épithélium ne sont pas les mêmes aberrations que nous allons mesurer après avoir retiré l'épithélium. C'est pour cela que tous les traitements abéraux ou topoguidés du kératocone doivent être faits en transépithélial. Parce que quand vous faites l'abérométrie à votre patient, il a son épithélium. Eh bien, le calcul de la machine s'est fait sur la base de la présence d'un épithélium qui est irrégulier. Donc, quand vous faites votre traitement laser, abérant ou topoguidé, si vous retirez l'épithélium, vous retirez une lentille irrégulière. Et donc, les aberrations que vous avez trouvées au niveau du stroma sont complètement différentes des aberrations que nous avons trouvées au niveau de la surface, et donc vous allez avoir de mauvais résultats. Donc quand vous faites un traitement topo abéro-guidé, faites-le avec l'épithélium dessus et vous faites un transépithélial. Si c'est l'indication vraiment réelle de la transépithéliale en laser excimer, la meilleure indication c'est les cornées irrégulières et en l'occurrence le kératocone. Quand on a un épithélium qui est très régulier, vous avez le choix entre le faire soit en manuel ou en transépithélial, parce que les aberrations de la surface antérieure du stroma égalent pratiquement les aberrations de la surface antérieure de l'épithélium. Donc même si vous retirez cet épithélium qui est pratiquement une lentille assez régulière. Donc retenez, laser transépithélial, il est obligatoire quand on a une cornée irrégulière. Donc l'épithélium, qu'est-ce qu'il fait? Et pour cacher, on va voir des schémas. Donc cette théorie de l'épithélium a été développée par professeur Dan Reinstein, et qui a étudié l'épithélium maintenant depuis plus de 20 ans, et qui a commencé par l'Artemis, c'est ultrasonique,
Et il a étudié ces épaisseurs, il a émis des hypothèses qui ont été confirmées par la suite. Donc, vous avez, on va voir les différents schémas. Ici, nous avons une cornée normale, où il y a un stroma qui est régulier, avec un épithélium régulier. Alors ici, vous avez un kératocone. Vous avez en mauve la réelle forme du kératocone, et bien qui est la même forme de la face postérieure. C'est-à-dire que sur cette image-là, donc vous allez trouver que le bombement de la face antérieure du stroma, ou la membrane de Bowman, est égal au bombement de la face postérieure. Mais vous avez vu que l'épithélium qui est en rouge, il va s'amincir ici, et il va s'épaissir en périphérie pour nous donner une image qui est beaucoup plus lisse de cette face antérieure pour nous cacher cet épithélium. Ici, nous avons diagnostiqué le kératocone parce que l'épithélium a été dépassé. C'est-à-dire que l'épithélium, il a essayé de faire le maximum. C'est comme l'hypermétropie qu'on trouve directement avant la cycloplégie. C'est-à-dire que l'accommodation a été dépassée et l'hypermétropie est apparue. Dans ce cas-là, par contre, nous avons un kératocone très débutant. Et c'est celui-là qui nous fait peur en chirurgie réfractive. C'est celui-là qui nous fait peur. Donc, vous avez un bombement de la face postérieure, et ce bombement de la face postérieure est tellement minime que dans les élévations postérieures étudiées par toutes les machines, y compris celle-là, peut se tromper. Parce que l'élévation, la valeur, on sait très bien qu'en d'autres machines, on dit l'élévation postérieure, dans les myopes, elle doit dépasser les 18. Et bien on a trouvé des élévations à 8, à 7, où le mapping épithélial était anormal. Donc, ici, la best fit sphere, et la différence entre la best fit sphere et cette petite élévation n'était pas significative et n'était pas détectable comme pathologique dans ces machines-là. Or, ici, quand on voit, nous avons un épithélium qui est parfaitement régulier et il a caché complètement ce kératocone-là. Et c'est ces cas-là qui font des ectasies après un LASIK. Donc, vous voyez l'intérêt. Si on met un mapping épithélial ici, on va voir qu'il y a un amincissement ici et un bombement postérieur. Si on fait la carte sagittale ou la carte tangentielle postérieure, qui étudie la forme, eh bien, il va nous montrer un bombement ici que peut-être l'élévation ne va pas nous montrer. Donc, attention, notre hantise en chirurgie réfractive, c'est de faire des LASIK à des patients comme ça. Et bien entendu, nous avons le cas inverse. C'est les cas à qui on dit non, et qu'on pourrait éventuellement opérer, ce qu'on appelle les pseudo-kératocones. Alors vous avez une cornée qui est strictement normale, d'accord, face antérieure, face postérieure strictement régulière, mais vous avez un bombement au niveau de l'épithélium, au niveau de la partie inférieure. Un patient qui se frotte, donc ça donne quand même un balayage de l'épithélium, une hyperplasie épithéliale, après un port de lentilles de contact. Vous savez que j'ai fait pas une étude sérieuse, mais une observation des patients qui portent des lentilles de contact. Et comme j'ai la machine chez moi, parfois je fais des examens gratuits chez certains patients pour voir est-ce que le corneal wrappage, à combien de temps il persiste. On dit au patient, vous arrêtez 3 jours la lentille, après on vous peut faire une topographie. Imaginez que j'ai trouvé corneal wrappage en épithélium au-delà de 2 mois. C'est-à-dire que quand on porte des lentilles souples, nous avons un effet de ventousage qui peut durer des mois et des mois. Et le remodelage épithélial, en général, c'est un phénomène qui prend beaucoup de temps. C'est pour ça que les résultats visuels des PKR, après les cross-linking, ça prend beaucoup de temps, ça prend des mois et des mois. C'est l'épithélium qui est en train de se régulariser. Donc ça c'est comme un corneal wrappage. Donc un patient comme ça, vous faites la carte sagittale postérieure, elle est normale. Bien entendu, la carte d'élévation va être normale. La carte sagittale et la carte tangentielle postérieure, aucun bombement. Vous faites l'élévation, la mesure de l'élévation de la face antérieure qui est strictement normale. Vous faites le mapping épithélial et vous trouvez un épaississement au niveau de cette zone-là. On va détailler un peu plus, parce que quand on a un épaississement épithélial, il faut, pour que ce soit fiable, il faut étudier l'OCT s'il n'y a pas de cicatrice, on va le voir tout à l'heure.
Mais c'est un cas où le kératocone est exclu, eh bien vous pouvez lui faire une chirurgie réfractive en toute sécurité. Beaucoup de patients qui étaient récusés par des confrères, je les ai opérés. Alors le comportement de l'épithélium, c'est comme ça. Vous avez un amincissement au niveau du sommet, où nous avons un épaississement au niveau de la périphérie. Et quand on a une cicatrice au niveau de la cornée, un ulcère, ou nous avons n'importe quelle cicatrice, eh bien l'épithélium, il vient pour, c'est comme du ciment, qui va venir cacher ces anomalies. Ça, c'est une cicatrice cornéenne. Donc, et vous voyez le remplissage de l'épithélium, vraiment il est efficace, il régularise de façon très importante la face antérieure de la cornée. Donc, comment analyser un épithélium? Il y a plusieurs machines qui disposent de mapping épithélium. Maintenant, il y a plusieurs OCT avec un taux de, si vous voulez, de sensibilité et de précision différents en fonction des machines. Ici, c'est du mapping épithélial de très très haute définition et étudié sur je pense 2 sur 2 microns. Donc c'est pixelisé à 2 microns. D'accord? Et vous avez chaque 2 microns carrés et analysé, 4 microns carrés analysés à part. Donc l'épithélium normal, il est en général régulier, il est toujours asymétrique. Et pourquoi il est asymétrique? Parce que en haut, c'est tout à fait normal de trouver une image comme ça parce qu'il y a la paupière supérieure. Et la paupière supérieure donne, bien sûr, avec le balayage, elle donne un épaississement plus important en inférieur. Quand vous avez des anomalies épithéliales, toujours examiner les paupières, everser les paupières, rechercher s'il y a une rosacée, rechercher s'il y a une ligne d'arête, rechercher s'il y a des grosses papilles. Ça influe énormément sur l'imagerie, sur la topographie. On n'analyse jamais une topographie comme ça tout seul, sans qu'il y ait le patient devant. Donc c'est un assemblage entre la clinique et la tomographie, la topographie et le mapping épithélial. Donc parfois nous avons certaines anomalies et quand on réexamine le patient, on redresse le diagnostic. Donc temporosupérieur thinning, donc un amincissement en temporal supérieur normal, vu les paupières. Vous avez des patients qui viennent avec des ptosis. Les ptosis, leur mapping épithélial et leur topographie doivent être analysés en fonction de l'état. J'ai reçu des ptosis chez qui on a proposé ailleurs un cross-linking, alors que c'était juste un épaississement épithélial très important en inférieur, avec un amincissement très important supérieur, et sur une machine Scheimpflug, eh bien, ça a donné un pseudo-kératocone, et chez qui un cross-linking allait être indiqué. Donc toujours regarder le patient, l'examiner, donc c'est de la médecine, il y a de la clinique, il y a de la paraclinique, il ne faut jamais sauter directement à la paraclinique sans examiner le patient. Et bien sûr, la différence entre le haut et le bas, elle est autour de 5 microns. Donc c'est un examen qui est très sensible, qui est sensible à la sécheresse oculaire, parce qu'on a dit tout à l'heure que l'OCT mesure intégrer les larmes, donc il faut aussi, en cas de problème de film lacrymal, lubrifier, traiter la sécheresse et refaire. Et on a le module sécheresse oculaire sur cette machine-là, on fait l'examen des larmes, si on trouve irrégularité, on traite la sécheresse et on refait l'imagerie. Bien sûr sensible au port de lentilles de contact et aux anomalies de surface. Alors pour l'épithélium, quand on veut publier un article sur l'épithélium, la première des choses qu'on nous demande, c'est la spécificité, la sensibilité, la répétabilité. La répétabilité de l'examen. Est-ce que c'est un examen qui est répétable? Donc il faut, pour la répétabilité, refaire 3 fois et voir si on a les mêmes valeurs. Et statistiquement, cette étude a été faite par Alio, elle a été faite en janvier 2000, si je me rappelle, janvier 2020. Donc elle est apparue sur, je pense, Journal of Refractive Surgery. Donc Alio il a confirmé la répétabilité de cet examen. Alors, l'épithélium anormal, donc c'est l'image de Donut, l'image de Shinja. Alors, cette image-là, elle est typique du kératocone. Vous n'allez jamais trouver un kératocone avec cornée claire, sans qu'il y ait de cicatrice, sans qu'il y ait de donut. On n'a jamais vu un cas de kératocone avéré sans donut, sauf des cas où je vais montrer. Et regardez, la 3D, il explique très bien la partie la plus bombée, donc un amincissement et un épaississement périphérique. Et parfois, quand c'est très fin, vous mettez la 3D. Alors,
pour l'épithélium, vous allez me dire, est-ce qu'il y a une valeur normale? Est-ce qu'il y a des valeurs différentielles entre le poids le plus fin? Non. L'analyse de l'épithélium est une analyse visuelle. C'est-à-dire que je trouve un amincissement, une image de donut, je ne vais pas rentrer dans les détails des chiffres. Il n'y a pas de chiffres normaux. Il y a une image normale et une image anormale. Donc vous ne cherchez pas de valeur. Des études ont été faites, ils ont trouvé que l'amincissement de la zone inférieure est sensible à telle valeur, etc. Mais l'analyse sur le plan pratique, c'est une analyse visuelle. Je trouve un donut ou je ne le trouve pas. Donc, ici vous avez un kératocone, donc vous avez cette partie-là qui est amincie, cette partie-là qui est épaissie. Donc, où est-ce que se trouve le sommet du cône? Au milieu, en inférieur, c'est la partie bleue. Donc en inférieur, voilà. Donc vous voyez en 3 dimensions, une partie bombée, une partie... Donc, finalement, est-ce que cette image en 3D ne vous rappelle pas les images qu'on trouve sur le polygone de Zernike? Eh bien, ici, l'épithélium est une lentille thérapeutique des aberrations. Donc, cette lentille-là, si on la mesure, et le module 4.0 que vous avez devant vous, sur cette machine-là, il y a la mesure abérométrique de l'épithélium. On peut mesurer l'abérométrie de l'épithélium. Je n'ai pas encore travaillé dessus, parce que ce module est encore récent, donc je vais l'avoir très bientôt. Et donc, il étudie l'abérométrie de l'épithélium. L'épithélium est une lentille qui a une puissance, qui a une capacité de cacher les aberrations en créant elle-même des aberrations inverses. Teknin et Tenin. Alors ici, vous avez un kératocone central, pratiquement, parce que l'amincissement, il est central. Maintenant, des choses à retenir. Nous avons un bombement au niveau de la face inférieure, et vous avez cet épaississement-là, donc ici le bombement, au niveau de la sagittale antérieure et la tangentielle antérieure, et vous avez cet épaississement-là. Est-ce que c'est un kératocone ou pas? Est-ce que ce mapping épithélial peut vraiment me dire ce n'est pas un kératocone? Ça peut me le dire, mais à condition. Alors, l'épaississement de la partie inférieure, il faut éviter. Donc, pour éviter les faux positifs de kératocone, et il faut toujours le corréler aux élévations et à la carte axiale, mais attention, il faut toujours associer à l'examen de la lampe à fente. Vous avez ici un amincissement et vous avez une petite plage centrale d'épaississement de l'épithélium. Est-ce que cet épaississement de l'épithélium va m'infirmer le diagnostic des kératocones? Est-ce que cette image-là vous fait dire c'est un kératocone ou ce n'est pas un kératocone? Ou elle est non concluante? Voilà, en 3D, elle est comme ça. La réponse, vous allez la trouver ici, au niveau de l'OCT. Quand vous faites, à chaque fois qu'on fait une analyse de l'épithélium, automatiquement, examen de la cornée à la lampe à fente fine plus examen raster de toute la cornée. Si je trouve des cicatrices cornéennes, dès que je trouve la moindre opacité cornéenne, je ne peux plus me fier à l'épithélium. Pourquoi? Parce que chaque cicatrice cornéenne a donné une irrégularité abrupte au niveau de la membrane de Bowman et a donné une accumulation locale de beaucoup d'épithélium et des images comme ça. Donc, quand vous avez une cornée où il y a une opacité, ne faites plus confiance au mapping épithélial. On ne fait confiance au mapping épithélial que lorsque la cornée est parfaitement transparente sur la lampe à fente et sur l'OCT haute définition. Là aussi, vous voyez une image, on a quand même un donut, mais nous avons quelque chose ici, comme un petit chapeau. Donc, est-ce que c'est concluant ou pas? Je vais aller voir mon OCT et je vais trouver un petit haze
Un tout petit, c'est un patient qui a eu un cross-linking avant, donc un petit haze, et ce petit haze me fausse l'épithélium. Donc si j'ai la moindre cicatrice, la moindre irrégularité au niveau de la membrane de Bowman, on ne tient plus compte de l'épithélium, mais on tient compte du reste. Là aussi, la même chose. Donc là, vous le connaissez, vous savez très bien. Quand on trouve ça, automatiquement, on trouve des cicatrices cornéennes. Donc, au mapping épithélial, on analyse l'amincissement, l'épaississement, quelle zone d'amincissement, d'épaississement, l'épaisseur moyenne, donc ça nous permet de faire des traitements transépithéliaux, surtout dans les cornées irrégulières. Et ça permet aussi de localiser le cône. Ici, où je sais très bien que le cône se situe au niveau de la partie bleue. Donc toujours j'insiste sur ça, on doit corréler tous ces éléments-là. À la fois la clinique, l'OCT, les élévations, la sagittale antérieure, la sagittale postérieure et le mapping épithélial. On ne donne pas de diagnostic sur une seule image. Il faut rassembler l'ensemble des éléments pour pouvoir donner un diagnostic. Alors maintenant, on va voir, ça c'est patient implanté en anneau. Donc vous voyez que ici, nous avons des anneaux, il y a un remodelage. Pourquoi on dit que l'anneau, il faut attendre un petit peu les résultats? Parfois on a des résultats rapidement et parfois on doit attendre. Parce qu'il y a un remodelage. Quand on met les anneaux, eh bien, il y a un bombement au niveau de la face antérieure de la cornée. Et il y a un remodelage épithélial qui se fait avec le temps. Donc les résultats des anneaux, c'est toujours au-delà de 3 mois. Si on a un résultat avant, c'est très bien. Mais on dit aux patients, on va attendre parce qu'il y a un remodelage. Donc il y a une modification de la bérométrie épithéliale. Donc ça, c'est des petits détails. Refractive Power Map, ça c'est d'autres cartes. On ne va pas rentrer trop dans les détails. Ça, c'est la profondeur de chambre antérieure est très importante. Alors la profondeur de chambre antérieure, elle est très utile en glaucome, elle est très utile pour ceux qui font la chirurgie réfractive par implant FAC. Eh bien, parfois, sur d'autres caméras, on a des profondeurs étroites, mais le problème, le patient ne fixait pas, n'était pas centré, et donc quand on refait avec ça, parfois on redresse. Nous avons eu des cas de profondeur à 2,6, et l'implant FAC a été récusé, puis avec ça on a refait, pas loin il y a 3 jours, j'ai fait moi-même chez un patient candidat, chirurgie réfractive, 2,7 avec le Scheimpflug et 2,9 avec l'OCT. Bien sûr, je vais tenir compte de l'OCT parce que je sais que j'ai un centrage qui est parfait. Et c'est comme si on avait une tente et on doit mesurer vraiment à partir du sommet de la tente. Quand la cornée elle bouge, eh bien, on peut mesurer d'une autre zone qui va être un peu plus inférieure et le diamètre la profondeur ne sera pas bonne. Donc attention, quand vous avez des profondeurs de chambre moins de 8, je vous conseille de refaire soit avec un OCT de segment antérieur, soit de refaire avec un UBM. C'est plus précis. Alors, Keratoconus Summary Display, donc c'est de l'intelligence artificielle, donc qui mesure la symétrie, donc le BCV dont on a parlé tout à l'heure, qui est très fiable, qui regroupe uniquement, c'est comme un root mean square, comme un RMS, mais qui ne rassemble que le commun et les follicules aberrations, parce que ce sont les aberrations les plus importantes. On a d'autres aberrations, les tétrafolles, les pentafolles, les tréfolles, etc. Mais les aberrations les plus importantes sur lesquelles nous pouvons agir et qui font le diagnostic, ce sont ces aberrations-là. Donc elles sont très utiles. Ce BCV est très utile et très sensible. Alors les cartes tangentielles et les cartes d'élévation, la Relative Pachymetry Map. La Relative Pachymetry Map, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, est très utile pour diagnostiquer un patient qui a fait du LASIK qui veut vous le cacher, ou a fait un PK qui veut vous le cacher. Vous le démasquez avec cette carte. Et alors, quand on a des anomalies au niveau de cette carte, ils vont essayer de voir est-ce que ces anomalies sont regroupées au niveau d'un seul point. Donc, les anomalies va vous donner donc son verdict ici compatible avec la norme. Mais attention,
ne faisons pas toujours confiance aveugle à l'intelligence artificielle, nous restons toujours médecins. Cette intelligence artificielle qui est dans cette machine n'intègre pas la notion de mapping épithélial. Donc, ici, ça se base, vous avez vu les cartes tangentielles, les élévations. Donc, c'est un module qui est très intéressant, très important, qui nous guide, mais toujours le comparer avec la clinique et le comparer avec le mapping épithélial. Donc, le mapping épithélial, il est dans la machine, mais il n'est pas intégré dans le keratoconus Summary Display. Je ne sais pas si le module 4.0 le comporte. Donc, de toute façon, je vais travailler avec et s'il y a un update, je vais vous le donner. Donc là, ça me donne, ça c'est normal, d'accord? Ça, keratoconus suspect, donc il a un doute. Et là, c'est un kératocone compatible. Et dans certaines situations, vous voyez que les points sont regroupés au niveau du même endroit. Le bombement, l'élévation, tout on est au niveau du même point. Donc la machine, elle est formelle, elle vous dit c'est un kératocone. Quand ce n'est pas au niveau du même endroit, quand c'est irrégulier, mais ça ne colle pas avec un kératocone, vous avez des anomalies, des bombements, des amincissements, mais qui sont un petit peu disparates, qui sont un petit peu éloignés. Ça ne peut pas être un kératocone. La machine, elle vous donne abnormal or treated, c'est-à-dire anormal, c'est qu'il y a une cicatrice, or treated, ça veut dire qu'il y a eu du laser avant sur la cornée. Alors ça, il vous dit que keratoconus summary warning, il vous dit que les indices sont bien, mais attention, analysez vous-même, pour résumer tout ce qui est écrit là. Alors, exemple of false negative of keratoconus summary. Ici, il vous dit normal. D'accord? Il vous dit normal, mais si vous voyez la carte tangentielle antérieure, il y a quelque chose. Il y a une image qui n'est pas normale. Il y a une asymétrie, une image qui va ressembler à une montage gauloise, mais la valeur, si vous voulez, les chiffres ne sont pas très élevés. Il vous donne normal. Donc moi, quand je regarde ça, je vois normal, je passe. Non. Je vais aller voir le mapping épithélial. Et je trouve, au niveau de la zone centrale, un donut. Donc, même si la machine, elle me donne normal, je complète par mon donut, qui est anormal. Ce patient, je ne peux pas l'accepter en LASIK. Donc, devant un doute, même si la machine me donne normal, je dois compléter mon examen par le mapping épithélial. C'est pour ça que je vous dis attention, elle n'intègre pas la notion de mapping épithélial dans son analyse. Attention. Corneal wavefront, donc c'est une analyse des aberrations, une par une. Astigmatisme, coma, trèfle, aberration sphérique, astigmatisme secondaire. C'est comme une électrophorèse des protéines, c'est une électrophorèse des aberrations. Et ça vous permet de l'analyser en préopératoire, en post-opératoire. Vous avez fait un traitement topo-guidé ou abéro-guidé. Vous allez voir le changement de ces aberrations. Vous mettez, placez des anneaux, vous allez voir le changement des aberrations. Et vous allez voir que quand vous mettez des anneaux, vous n'allez pas faire disparaître les aberrations, mais vous allez réduire certaines aberrations comme le coma, et vous allez augmenter certaines aberrations comme le tréfoil et comme les aberrations sphériques de haut grade. C'est pour ça que les patients à qui on met des anneaux, ils vous disent quand je conduis le soir, je vois des halos, donc il faut les prévenir à l'avance. Eh bien, c'est prouvé sur le plan abérométrique. Mais quand ils sont le jour, la pupille, quand elle est serrée, c'est le coma qui les dérangeait avant. Eh bien, quand on a mis un anneau, on a amélioré ce coma. Donc, pour dire que cette chirurgie-là, prouvée par l'abérométrie, ne va pas annuler les aberrations, mais elle va les modifier. Elle va réduire le coma, réduire nipple count quand on met un anneau, par exemple, de 320, qui va réduire l'anneau central, mais il va aussi générer, vous allez trouver toujours au niveau des anneaux, une génération de nouvelles aberrations. Autre chose, quand on fait de la chirurgie réfractive, que ce soit de la PKR, que ce soit du LASIK, que ce soit le SMILE, eh bien, on réduit les aberrations de bas grade et parfois on génère des aberrations de haut grade.
Un traitement décentré va générer du coma. Un traitement avec une petite zone optique va générer des high spherical aberrations, surtout si l'ablation elle est importante. C'est pour cela qu'un patient qui vous dit après la chirurgie, je vois bien mais je suis dérangé, il faut le croire. Vous faites la barométrie cornéenne, vous allez trouver et vous lui dites la chirurgie réfractive c'est comme ça et il faut les avertir à l'avance. Donc j'ai parlé avant-hier du consentement et tout ça. Bien, toujours avertir les patients avant de les opérer qu'on va enlever des aberrations et qu'on va probablement générer des aberrations et on va essayer que les aberrations générées soient minimes. Vous avez sur certaines machines aberro-free, ça veut dire que la machine va essayer de réduire la différence entre les ablations centrales et la périphérie, donc les zones de transition, et bien sûr les eye trackers actuellement pour essayer de réduire le décentrement. Mais on peut générer des aberrations, et quand vous doutez un patient, vous ne le croyez pas, vous lui faites ça, et vous allez voir qu'il y a des aberrations. Alors, le corneal wavefront, ça c'est une simulation. Donc un patient qui vient avec un kératocone, la famille qui ne croit pas, il dit comment il a un œil normal, il voit bien. Je lui dis voilà, votre fils ou votre femme, il voit comme ça. Il me dit oui, c'est comme ça, exactement. Quand je vois une lumière ou un réverbère, je vois la lumière attirée. Et donc, c'est très important pour expliquer aux patients et à la famille. Et quand il voit ça, il est rassuré. C'est-à-dire parce que les autres ne le croient pas. Donc il est rassuré, il dit à sa maman, oh maman, c'est comme ça que je vois, effectivement la lumière elle est attirée. Et c'est un outil aussi d'explication pour les patients. Alors le diagnostic, maintenant je vais parler du diagnostic positif du kératocone. Pour dire ce patient a un kératocone, ce patient n'a pas de kératocone. Je ne parle pas du kératocone infraclinique que je suis en train de rechercher en chirurgie réfractive. Pour dire celui-là il a un kératocone avéré, eh bien il me faut ces critères, 3 critères. Le premier critère, c'est la carte sagittale antérieure qui est anormale. Le deuxième critère, c'est l'élévation postérieure anormale et je pourrais éventuellement le remplacer par la carte sagittale ou la carte tangentielle postérieure, plus le mapping épithélial. Donc ces 3 critères sont, on va dire, sur les autres machines où il n'y a pas de mapping, on peut se contenter des 2, mais si on a cette technologie-là, elle nous permet encore une autre précision. Encore, en médecine, on évolue toujours vers la précision et vers avoir le diagnostic le plus précis. Bien entendu, la technologie, elle nous aide dans ce sens. Alors, en chirurgie réfractive, il faut analyser beaucoup plus de paramètres. Souvent, je reçois des patients qui viennent, qui ont peur, qui ont annoncé kératocone, pas kératocone, ils viennent en courant. Docteur, est-ce que j'ai un kératocone? Je lui fais la topo, je regarde rapidement. Pour analyser ces cartes-là, il me faut 5 secondes. 5 secondes, rapidement, je vois, je dis kératocone, pas kératocone. Donc, si je trouve, je dis, monsieur, vous n'avez pas un kératocone, soyez rassurés. Juste après, il me dit, ah d'accord, il n'a pas de kératocone. Est-ce qu'il peut faire de la chirurgie réfractive? À ce moment-là, je dis, attends, je vais revenir sur les cartes. Parce que les critères de chirurgie réfractive, ils sont beaucoup plus précis. À ce moment-là, il faut aller vers la carte de mapping stromal, le mapping de l'épaisseur de la cornée. Il faut aller chercher les petites bêtes et les petites anomalies. Donc on va analyser la face antérieure, postérieure, les sagittales, la pachymétrie, l'épithélium, le mapping. On va scanner l'OCT de la cornée pour voir s'il n'y a pas des opacités qui peuvent être déroutantes. Je vais chercher, toujours examiner les 2 yeux, jamais la carte d'un seul œil. On examine les 2 yeux et l'énantiomorphisme est très important. L'asymétrie entre les 2 yeux, je peux avoir une topographie relativement normale d'un côté et relativement normale de l'autre, mais qui est très asymétrique, attention, il ne faut pas le toucher. Et bien sûr, l'analyse du corneal wavefront. Donc, on fait tout ça et, bien sûr, clinical data, l'examen clinique de la paupière, l'examen clinique de la cornée, la cicatrisation. Demandez aux patients, est-ce que vous avez eu un antécédent d'herpès? Est-ce que vous avez déjà eu une conjonctivite virale? Ces petits infiltrats qui ont été traités par des corticoïdes qui ont presque disparu, eh bien, ils ne disparaissent pas. Ils sont là et ils donnent des modifications au niveau de l'épithélium et ils peuvent être déroutants. Donc nous avons les risques majeurs, les risques mineurs ou no risk, il n'y a pas no risk mais no risk topographique. Si risque majeur et mineur et modéré,
vous avez différentes publications, différentes écoles. Il n'y a pas une école. Il y a différentes écoles, différentes manières de voir les choses. Et il faut aussi voir, même sur la population qu'on est en train d'étudier. Quand on fait de la chirurgie réfractive au Maroc, ce n'est pas de la chirurgie réfractive en Suède, parce que nous n'avons pas les mêmes cornées. L'étude que j'ai faite avec les Égyptiens, on a eu 200 et quelques cas de kératocone et 300 yeux sans kératocone. Et je leur ai donné accès par TeamViewer pour rentrer sur ma machine et voir. Alors ils étaient surpris, ils m'ont appelé, qu'est-ce qui se passe chez vous au Maroc? Pourquoi vous avez des cornées autant fines? Des cornées normales, très fines. Donc le Maroc, c'est un pays où nous avons des cornées très très fines, non pathologiques. Vous avez des cornées à 400, j'ai des cornées à 430, 440, il n'y a aucune irrégularité. Bien sûr, on ne va pas les opérer en chirurgie réfractive, mais un 430, je ne vais pas aller me jeter faire un cross-linking si j'ai tous les paramètres qui sont normaux. Donc, il faut adapter les attitudes, adapter ces risques majeurs et ces risques mineurs en fonction du contexte, en fonction de l'âge. On ne va pas se comporter avec un jeune de 18 ans ou de 20 ans comme quelqu'un qui a 35 ans. Un jeune de 20 ans, peut-être que sa cornée n'est pas encore mature et qu'il va développer une ectasie de façon plus importante que quelqu'un de plus de 35 ans. D'ailleurs, celui qui a la plus grande série, qui a analysé la plus grande série d'ectasie au monde, c'est l'américain, je ne me rappelle pas de son nom, je me rappellerai tout à l'heure, il a le Randleman, voilà, le score de Randleman. Le score de Randleman, il y a l'âge aussi. Il y a l'âge, et plus on est jeune, plus le score est élevé, c'est-à-dire qu'on a plus de risques de faire des extasies. Donc il y a les risques majeurs, mineurs et non risques. Asymétrie, les anomalies, donc c'est des donuts, etc., c'est des contre-indications absolues. Il y a des risques mineurs en fonction de la pachymétrie et tout ça, mais toujours analyser ces risques, parce qu'il y a des tableaux, certains suivent certains tableaux de façon, voilà, risque majeur, risque mineur, je compte le nombre de points, etc. Si c'est au-delà de tel point, c'est risqué. Non, c'est en fonction du contexte. Chez nous au Maroc, on peut faire une PKR à 460 microns, si on va traiter -1, -2. Ailleurs, ce n'est pas accepté, parce que chez eux, une cornée moins de 470 a beaucoup plus de probabilité de kératoconique. Donc le contexte est différent. Et j'ai mis ici no risk, c'est-à-dire que ça dépend de la topographie, mais il n'y a pas de chirurgie sans risque. Glaucoma screening, donc je passe rapidement, le glaucome c'est pas ma spécialité. Donc ici c'est juste pour montrer l'épaisseur de la cornée, l'angle iridocornéen, mais il y a d'autres orateurs qui seront plus compétents que moi en ce domaine. Alors le planning des implants intracornéens, des anneaux intracornéens, ça nous aide, ça ne nous donne pas le plan, mais ça nous donne l'axe du coma, l'axe du cylindre, ça nous donne l'épaisseur du tunnel, l'épaisseur de la zone où va passer le tunnel. Donc ça peut nous aider. Je me fais une idée pour planifier un anneau, encore un jour pour parler des anneaux intracornéens, sur plusieurs éléments, mais je veux voir, par exemple, est-ce que je vais pouvoir passer à 5 mm? Donc je passe ici et il me donne, est-ce que je peux passer ou pas? Donc il y a un tableau. Donc là, ici il me donne l'épaisseur, c'est pas visible, me donne est-ce que je suis au-delà de 400 ou non. Si par exemple à 5 mm je ne passe pas, je vais encore analyser à 6 mm, est-ce que je peux passer ou pas. Alors l'analyse du suivi du kératocone est très importante. Ici vous avez des modules de comparaison, ils existent sur toutes les machines. L'ancienne, la nouvelle, il vous donne la différentielle. Ici nous avons une progression importante du kératocone. Ici aussi. Alors le calcul d'un plan, donc par ray tracing, vous mettez la longueur axiale, vous faites la biométrie. En réalité, je ne l'utilise pas beaucoup. Et voilà, des images sur des anneaux sont comme ça. Une opacité de cornée, vous trouvez un épaississement. Et vous avez des scans de très haute résolution. Regardez, la qualité d'image, vous pouvez la voir avec un fond noir ou bien avec un fond blanc en inversé. C'est très utile en contactologie, donc ça vous permet de mesurer la distance entre la lentille et le sommet de la cornée, bien sûr, après avoir attendu au moins 1 heure ou 2 heures au port de lentille. En général, elle devrait être autour de 200 microns, 200 un peu plus ou 200 un peu moins. Il ne faut pas que ce soit... la clairance ne doit pas être importante pour ne pas créer des œdèmes de cornée.
Alors, fitting, voilà, ça c'est lentille sclérale sur une cornée très bombée, un kératocone. Donc regardez l'amincissement comme il est très clair. Là aussi, ça nous permet de mesurer le vaulting des implants FAC. Ici, c'est un hydrops. Donc, vous voyez le diagnostic de l'hydrops, vous l'avez. Ça permet aussi, vous avez un patient, vous opérez de cataracte, il vous fait un œdème de cornée qui ne veut pas partir, vous faites l'OCT à la recherche d'un décollement endothélial. Voilà. Greffe de cornée avec adaptation de lentille sclérale, des cicatrices. Il y a la pupillométrie qui est aussi très utile. Vous pouvez l'utiliser dans les anomalies pupillaires, pupille d'Adi, etc. On l'utilise nous beaucoup plus en chirurgie réfractive pour voir la pupille photopique, la dilatation photopique, scotopique et mésopique. Surtout quand on veut mettre un implant multifocal ou faire une chirurgie presbylasique. Voilà. C'est une dynamique, c'est des vidéos en général. Alors là, les films lacrymales, donc ils utilisent le NIBUT, c'est le non-invasive break-up time. Donc ici, vous avez une rupture très précoce des films lacrymales. Donc ça nous donne la sécheresse évaporative. Et si on a ça, c'est en général une mébomite ou une sécheresse très sévère. Donc on complète par le test de Schirmer, que j'abandonne jamais. Et ça nous permettra de nous orienter dans le diagnostic de sécheresse oculaire. Ici, c'est une sécheresse sévère. Et la biométrie, ça, et je passe. Et voilà, on arrive à la fin. Je vous remercie de votre attention.